Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct avec l'interview du jour et l'équipe autour de la table qui m'accompagne aujourd'hui pour animer cette interview. Deux demoiselles, Nono, Noémie, qu'on retrouve tous les mercredis. Bonsoir Noémie. Et Clara, bonsoir Clara. Bonsoir à tous et à Et nos invités du jour ne sont autres que, j'allais dire mesdemoiselles, on peut dire mesdemoiselles. Ève Vernis, productrice de fleurs comestibles et formatrice et conférencière depuis 2013. Bonsoir. Bonsoir Ève, il va falloir parler dans le micro. Ah, je me rappelle. Voilà, il faut se rapprocher un tout petit peu. Elle a l'habitude de faire des fleurs comestibles, mais pas du micro. Et Sylvie Pavoni qui aime la cuisine et l'expérimentation culinaire crue. Et elle va nous expliquer ce que ça veut dire dans ce terme cru. Voilà, on va bien comprendre avec sa marque qu'elle a créée qui s'appelle Kilu Cru. Voilà, vous allez tout comprendre dans quelques instants. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va bien ? Oui, ça va. Content de vous retrouver. Alors ça faisait quelques temps que Noémie voulait que je vous invite pour présenter vos produits, vos concepts, tout ça. Et bien ce soir vous êtes là. On termine la saison avec vous pratiquement et on va déjà découvrir vos parcours, n'est-ce pas ma chère Noémie? C'est ça, je suis en train de repartager l'émission. Voilà, Noémie qui va co-animer cette émission avec moi et Clara qui va poser des questions. Exactement. On va découvrir un petit peu donc leur concept, mais déjà on va découvrir vos parcours, comment vous y êtes arrivés. On va démarrer par Sylvie. Sylvie, allez pas. Non, il n'y a pas de souci, il faut bien démarrer. Sylvie Pavoni, donc on va démarrer d'où elle est arrivée à cette cuisine aujourd'hui, puisqu'elle ne faisait pas ça avant. Non, j'étais secrétaire comptable dans l'immobilier, dans la gestion immobilière. Voilà, ça n'a rien à voir du tout. Alors, rien du tout. Alors, on peut dire l'âge ? Oui, 54 ans. Voilà, 2 enfants je crois. Tout à fait. Voilà, ça c'est la situation pour bien comprendre. Deux garçons, 24 ans et 20 ans. On leur fait un petit coucou aux garçons, voilà, ils pourront revoir l'interview puisqu'il est diffusé, je vous rappelle qu'il est diffusé actuellement sur le live Facebook. Tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le DAB, les applications smartphone et le web, venez nous rejoindre sur le live Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Combien d'années dans ce métier de comptable? Ouf. C'était comptable, j'ai bien entendu. Hein, oui. 20 ans, plus de 20 ans. 20 ans. C'était bien? C'était bien, oui. Puis après, avec les années, ça commence à être un peu... D'accord. La passion prend le dessus, justement, ma deuxième passion. Alors la passion, elle remonte déjà à quelques années, non? C'est ça? C'est ça. J'avais des parents commerçants dans l'alimentation, des petits commerces. Et sans voir ma mère directement cuisiner, j'ai toujours aimé faire à manger, en fait. D'accord. À la maison, c'est vous qui faisiez à manger? Non, c'était ma mère, mais j'avais le goût du bien manger, on va dire. Et en fait, quand j'ai aménagé avec mon mari, je ne pouvais pas aller acheter du tout fait. Il a fallu que je fasse moi-même. C'est quelque chose qui était ancré en vous depuis très très longtemps. À quel âge à peu près ça a commencé à dire non mais moi je veux pas manger du... À la vingtaine. Hein. Ah oui, carrément. Mais pas du cru, hein. Je ne vais pas arriver dans le cru. Hein, voilà, non. Avant d'arriver au concept qu'on va découvrir dans quelques instants, vous aviez envie de manger autre chose que ce qu'on va acheter à la barquette dans les supermarchés, c'est ça, voilà. En gros. En fait, ce qui était rigolo, c'est que ma belle-mère et ma mère qui cuisinaient bien, puisque elles sont plus âgées, donc je me suis dit, si je refais les mêmes plats qu'elles font, ils vont toujours me dire que ça manque de sel, ça manque de ci, ça manque de là. Oui, donc, puis elle ne voulait pas avouer que c'était mieux, peut-être. J'avais pas assez d'années d'expérience non plus. Hein. Ouais, mais des fois on dit ça, mais des fois elles veulent pas avouer que la fille fait mieux. C'est là où j'ai C'est possible. C'est là où j'ai commencé mes expérimentations. C'est-à-dire que ma belle-mère une fois m'avait fait un cake au jambon et aux olives, et moi je lui ai refait aux chèvres et aux courgettes. D'accord. Découverte pour elle, même si c'était toujours un cake. Oui, mais elle a dit que c'était pas bien. Elle a aimé. Sinon je l'invitais plus. D'accord. Voilà. Elle a commencé par balancer sur la belle-mère. Non, mais je veux dire, voilà, je me suis dit comme ça, au moins elles n'ont pas de recul, j'expérimente et j'ai continué comme ça. Et voilà, donc on a compris où a démarré le petit côté expérimentation. On va revenir sur Sylvie dans quelques instants, on va découvrir Ève maintenant, son parcours. Ah, alors, très grande histoire. Elle ne doit pas être si longue, vous êtes jeune. Alors, je vais dire mon âge, j'ai 46 ans. Voilà, c'est jeune. C'est jeune. Mais les deux, c'est jeune, je vous rassure. Moi, j'ai beaucoup plus.
Alors, je suis dijonnaise, je ne suis pas de la région. D'accord. Ça va faire environ 20 ans que j'habite sur la Côte d'Azur. Ça, c'est un défaut, par contre. Alors, Côte d'Or, Côte d'Azur. Bon, allez, ça s'est bien rattrapé. Je m'appelle n'est-ce pas? Ève, on peut parler de Côte d'Adam. C'est vrai. On s'en sort plus. Ouh, ça y est. Jeu de mots, jeu de mots. Il faut faire attention parce qu'on a un jeune là qui est là, un stagiaire. Lui, c'est le spécialiste du jeu de mots. Il va enchaîner sinon. Ah, donc, Ève. Alors, j'ai une enfance exceptionnelle avec des grands-parents où j'étais beaucoup à la campagne. Et j'étais vraiment, vraiment toujours, tout le temps dans ce grand air, au milieu des arbres, à aller chercher aller cueillir les légumes, à aller chercher les œufs dans la ferme. Mais évidemment, arrivé à l'adolescence, parce que je suis arrivée sur la Côte d'Azur à l'adolescence, mon rêve était plutôt d'avoir un métier, on va dire, ce que je voyais un peu plus noble. Et ce qui était peut-être avoir des responsabilités, c'était travailler à Monaco, avoir ma petite mallette. Voilà, j'étais plutôt... Rien à voir avec la nature. Rien à voir avec la nature. J'y suis arrivée, j'ai eu un bac commercial et puis je me suis retrouvée à Monaco. J'ai monté les échelons, on va dire, et puis je me suis retrouvée à passer des commandes pour les balais, pour le palais. Alors, des commandes de quoi, pardon? Alors, je travaillais dans une très grande pâtisserie à Monaco. D'accord, voilà, c'est un rapport avec la nourriture. C'est un rapport avec la nourriture, c'est ça que je cherche à comprendre. Oui, parce que si vous me disiez que vous commandiez des chaussures, j'aurais pas trop compris le lien. Voilà. J'y venais. Et donc, mais bon, j'ai eu ce que je voulais. Donc, j'ai eu un salaire intéressant. J'avais un bureau, j'avais un fax. À l'époque, il y avait encore les fax. Mais j'étais très, très malheureuse. Les choses n'avaient pas de sens pour moi. Et puis à l'époque, je prenais des cours de médecine chinoise. Et puis je demande à une des personnes dans ce cours, je dis, mais vous seriez pas, il y aurait un petit jardin à me prêter pour que je m'exerce à faire un peu de petits légumes comme ça, tout simplement. Et puis évidemment, les choses étant bien faites, une amie me dit, écoute Ève, moi j'ai un petit terrain à Gorbio. Et puis je me suis exercée sur ce petit terrain, et plus j'étais sur ce petit terrain, et moi j'avais envie de retourner travailler à Monaco. Et puis ce terrain était donc juste à côté d'un agriculteur, un maraîcher, qui s'appelle Philippe Guiglionda. Et donc je vais le voir et je dis à Philippe, waouh, tu as de la chance de faire ce métier extraordinaire de maraîcher. Et Philippe a dit une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit, Ève, c'est pas de la chance, c'est un choix. Et comme vous aviez fait le choix d'aller partir à Monaco, d'avoir ce métier avec la mallette, c'était aussi un choix d'avoir ce métier d'agriculteur, on va dire. Tout à fait. Et là, il me rend, on va dire, mon pouvoir en me disant, c'est possible, c'est un choix, parce que je voyais ça comme un métier d'homme, un métier difficile. Et puis sa compagne étant à côté me dit, Ève, va à Antibes, fais tes études, et puis tu verras. Et là, études de pour être, on va dire, responsable exploitation agricole. D'accord. Il faut faire des études, il y a un cursus universitaire particulier. Ouais, parce que bon, tu sais, à l'époque, quand tu faisais tes cultures, on va dire que tu allais au marché, tu vendais toutes tes cultures, mais maintenant, il faut développer des stratégies, de la commercialisation, il faut calculer des marges. Okay. Oui, d'ailleurs, on vraiment un chef d'entreprise quand on... Effectivement, parce que d'ailleurs, on s'aperçoit que les marchés sont de moins en moins remplis. Il y a de moins en moins de... En tout cas, on a l'image à Menton. Le marché à une certaine époque qui était rempli avec des stands partout. Ouais, là, effectivement, ils ont beaucoup plus de mal à remplir, à avoir des agriculteurs qui viennent. Il y en a beaucoup qui, en fin de compte, n'ont même pas leur propre production. Ils vont chercher aux mines. Tout à fait. Voilà, tout à fait. donc, Là, on est dans de la revente. Voilà, c'est de la revente. Qui s'éloigne de la production. Qui n'est pas du tout le concept d'Ève. Et donc, c'était un retour aux sources, on va dire. Un retour aux sources. Donc, je quitte tout. Je quitte tout. Je démissionne, je quitte tout. Et là... je pars à Antibes, je fais mon année, j'ai mon bac horticole en poche, un deuxième. et là, pendant 1 an, je vais chercher un terrain. Pourquoi celui de Gorbio, ça allait plus? Alors, il était tout petit, c'était vraiment un petit terrain expérimental. Mais bon, en faisant mes études à Antibes, j'ai bien compris qu'il me fallait beaucoup de surface. Et à l'époque, je voulais faire des légumes anciens. Et alors, allez, donnez-moi le nom de certains légumes anciens. On va dire que c'était des carottes. Vous savez, des carottes qui étaient violettes, il y avait des carottes jaunes. D'accord. Je sais même pas. Il y a pas mal de tomates anciennes aussi. Alors moi, je suis connu pour être un spécialiste qui ne mange aucun légume. Ma femme râle. Ah oui, effectivement. Je mange pas de légumes. Vous avez créé un concept. Ouais, j'ai un concept. Voilà, donc concept inversé. Il faut bien les cuisiner. On arrive à en faire manger aux enfants. Oui, mais je suis pas fan, on va dire. Je suis pas fan. C'est pas un principe. Fan de carottes. Mais c'est pour ça, peut-être que
Bravo. Ouh. Tu as plus fort que toi, mon cher. Bravo en tout cas. Peut-être que vous allez me faire changer d'avis ce soir. Ah, Je vais découvrir des choses avec vous. Nous sommes deux là, nous sommes deux. On va découvrir on va revenir dans un instant sur Sylvie. On va découvrir ses ateliers culinaires et la cuisine crue, exactement ce que c'est. Et on va découvrir le livre aussi, puisque ce soir elle est venue présenter son livre. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est toute la petite histoire. Pour finir, on va dire pendant 1 an, j'ai dû chercher donc un terrain. Et pendant ces 1 an, j'ai dû du coup apprendre le métier quand même d'agricultrice. C'était quelle superficie à peu près? Le terrain, vous aviez besoin de combien? Moi, je misais sur, on va dire, minimum 5000 mètres carrés. Et la vie m'en a offert 1 hectare, ce qui fait 10 000 mètres carrés. Le terrain communal. Pour une petite bonne femme comme ça, c'est costaud. Mais on ne sait pas ce dont on est capable dans la vie. D'accord. On ne sait pas. Voilà, donc là, le terrain acquis, le bac horticole en poche. Alors, juste avant ça, je fais une formation, juste avant ça, avant de trouver le terrain. Pendant 1 an, j'ai fait des formations. Et un jour, on étudie les plantes qu'il y a sur un sol et qui nous permettent de nous donner la qualité du sol et sa santé. Et là, il y avait une toute petite fleur sur ce sol qui s'appelle la gesse. C'est une petite fleur rose, c'est le petit pois sauvage. Et je demande à l'époque à l'ethnobotaniste et je lui dis mais quelle est cette fleur? Et là, il me dit c'est un petit pois sauvage. Et je vois donc moi une orchidée. Et la phrase qui va tout changer une fois de plus, c'est il me dit mais cette fleur se mange. Et là j'entends ma petite voix dans ma tête qui me dit mais la beauté se mange. Et là je me dis waouh, on peut manger de la beauté. Et là, je me dis, mais oh là là, mais je laisse tomber les légumes anciens, et je ne vais faire que des fleurs. Il faut le faire découvrir au monde entier. On peut manger de la beauté. Et quand j'ai croqué donc cette fleur qui avait un goût une saveur de petits pois, vous savez, quand on mange les petits pois crus comme ça, j'ai dit, mais c'est extraordinaire, il faut que je fasse des fleurs. D'accord. Voilà, on a compris comment elle est arrivée aux fleurs. Je suis tombée amoureuse des fleurs. On va découvrir le livre dans quelques instants, puisqu'il y a le livre. Et puis surtout, ces métiers que vous faites, puisque vous initiez. Il y a aussi, j'ai vu dans votre bio, le métier de floriculteur. C'est ça, ça s'appelle aujourd'hui. Vous êtes une floricultrice. Tout à fait. Voilà, vous cultivez les fleurs. Vous pratiquez aussi l'initiation en géobiologie dans le but de détecter la présence d'eau souterraine. Ça, c'est encore une corde à votre arc. Tout à fait. La présence d'eau et aussi communication avec les plantes. Ça, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec les baguettes de sourcier. Parce qu'à l'époque, on les utilisait pour trouver de l'eau. Ça m'a toujours intrigué. Moi, j'ai du mal à... Il y a des études. Il est très cartésien. Je suis très cartésien. Vous allez m'expliquer tout ça. Voilà. Bon, moi, je vais avoir des questions là-dessus. On revient sur Sylvie. Sylvie qui va nous expliquer. On va faire du ping-pong, ma chère Noémie. D'accord. Tu penses que tu veux poser quelques questions? Tu veux intervenir maintenant? Oui, tu veux prendre la main? Non, justement, c'était pour savoir comment t'es venu justement à passer sur Qui l'eût cru. Comment est né justement ce concept? Alors, ce concept, donc, je continuais dans mon petit coin les week-ends à faire mes petites expérimentations et à cuisiner. Donc 20 ans, elle était à 20 ans, elle a commencé à faire de la cuisine et puis c'est monté crescendo. Je savais faire les glaces. Il y a eu des gens intoxiqués entre-temps. Non, ils ont aimé les gaufres comme à la fois. Ouais. Je savais faire les glaces maison, les sorbets, les brownies. Quelle chance je savais tout faire parce que les enfants grandissaient, donc les cookies crus. Est-ce qu'ils avaient conscience pas crus à l'époque, mais... Est-ce que la famille avait conscience de la chance qu'ils avaient? Oui. D'accord. Surtout qu'ils entendaient ceux qui venaient manger à la maison, qui disaient... et en fait, j'ai continué dans ces petites expérimentations. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait... je me suis dit, tiens, si un jour je dois remplacer... J'entendais parler des gens qui avaient des problèmes par rapport au lactose ou autre. Je me suis dit, tiens, je vais essayer... comment dirais-je, les végétaux. Donc, je me suis dit, j'enlève le beurre dans la maison, j'enlève la farine, j'enlève tout et je vais voir comment je me débrouille. Et c'est comme ça, en cherchant un peu à droite, à gauche, que j'ai continué à expérimenter. Et à faire avec des alternatives. Tout à fait. Et le Qui l'eût cru, en fait, c'est quand je parlais, une fois j'ai parlé à un couple d'amis de mon mari, et puis je parlais avec sa femme et tout, et puis à bout d'un moment, elle me dit, mais franchement, je te sens vraiment passionnée, tu devrais écrire un livre et tu devrais l'appeler Qui l'eût cru. Avec le jeu de mots. Le jeu de mots Qui l'aurait cru, en fin de compte, qu'on pourrait faire ça. Et en même temps, ça rapproche à la cuisine crue. C'est ça. Voilà, effectivement, parce que c'est ça aussi le concept, c'est-à-dire que tout est cru dans les plats, pratiquement. Alors, tout est vivant, mais il y a aussi de la lièvre. Alors, vivant, voilà, c'est quoi la différence? Alors, le cru... Entre cru et vivant. Tout à l'heure, vous m'avez dit, hors antenne, il y avait une différence. Oui, parce que par exemple, un plat de lentilles, les lentilles, si on les fait germer, elles vont pousser, donc c'est du vivant. Ça, c'est ce qu'on fait à Noël. Oui, mais voilà, c'est vivant comme les graines germées. Et sinon, si on fait cuire, c'est mort. Donc voilà, il n'y a pas de vivant là-dedans. D'accord. Donc vous, la lentille, vous la cuisinez comment?
je la fais germer justement. D'accord. Et on mange Après, quoi on peut alors la manger dans des salades. En gros, ce qui a poussé, tu le coupes et tu peux le saupoudrer sur des salades. L'herbe de lentilles. Voilà, en gros ça. Saupoudrer sur des salades. Mais bon, il y a tellement de choses. Je rigole parce que vous voyez à l'image, Ève, elle est morte de rire parce qu'elle me voit découvrir ces concepts avec des grands yeux. Mais moi, c'est des choses que je ne connais pas. C'est bien pour ça que je vous ai reçu. J'aurais dû amener les légumes. Oui, mais moi, en plus, je vous dis, chers auditeurs, j'avais pas l'image avant, mais je l'ai là, je vous le montre à la caméra, des ateliers. Elle a des concepts où on peut lire, par exemple, elle fait une promenade dans les... Ah non, ça c'est quoi? Promenade dans les jardins d'Ève à Menton. Ça, c'est faire découvrir les jardins d'Ève sur son petit flyer. Mais par exemple, ratatouille crue. Une ratatouille crue, c'est quoi? Alors en fait, c'est de la. Je suis partie sur des petits légumes en petits morceaux et avec une marinade, je fais un peu mariner et j'ai un déshydrateur. Et un déshydrateur, c'est la cuisson basse température, ça enlève juste l'humidité. C'est-à-dire que c'est une cuisson à 42 degrés. On garde toutes les vitamines et les nutriments. Donc en fait, on peut cuisiner dans un déshydrateur. C'est ça qui a été ma découverte. Parce qu'au début, j'avais acheté un déshydrateur. Je voyais, on coupe si on a un trop plein de bananes, kiwis, l'été, quand ils sont mûrs, on les découpait. Et mes enfants, j'ai pas envie d'en manger. On les faisait sécher? On faisait sécher, mais les enfants, ils n'avaient pas sans plus. Et un jour, j'ai découvert qu'on pouvait cuisiner dedans. Pardon, à l'apéro, des fois, quand on achète les sachets avec les fruits secs dedans, c'est ça en fait? Oui, mais il faut juste regarder quand on les achète, ces fruits secs, si ça n'a pas été cuit à haute température, ou pour ce qui est du côté fruits, les bonbons crus, enfin ce que j'appellerais les purées de fruits, si ça n'a pas été avec un rajout de sucre. Alors que moi, en fait, j'enlève juste l'humidité. Je fais des crêpes de fruits, des purées de fruits que je fais déshydrater, et ça enlève juste l'humidité. Et derrière ça, Dommage qu'elle n'est pas venue avec. Mais si. C'est vrai, on va goûter. On va goûter en plus, chers auditeurs. Alors là, je crois que j'ai bien fait. On va goûter. D'accord. Est-ce qu'on commence par... On peut goûter là tout de suite, on est en direct. Et ça, justement, c'est exactement ce dont elle vient de te parler. C'est les pâtes. Chers auditeurs, regardez. Peut-être qu'ici, vous me voyez tomber à l'antenne. Mais non je fais exprès. Je rigole, vous savez bien. C'est lui qui fait le cobaye en premier. Voilà, je fais le cobaye. Je goûte ça. Alors, c'est quoi? Je vais goûter quoi? C'est banane, mangue, passion, ananas. Simplement déshydraté, donc il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. C'est excellent. Pour les promeneurs, les randonneurs. Je vais goûter à mon assistant Didier. On va faire goûter à tous les gens qui sont dans le studio. Et l'autre, c'est banane abricot. Je dis à la maman Florence Amerlin que son fils est bien dans le studio. Il n'est pas à l'antenne, mais il est là. Parce que je vois qu'elle regarde. Surveillé. Ça colle aux dents, mais c'est bon. Donc ça, c'est de la purée de fruits déshydratée. D'accord, faut laisser. Ok. Un mixeur, je mixe, je fais une sorte de... Je sais pas s'il va y en arriver encore. Enfin, purée, oui, c'est pas liquide, c'est trop liquide. Et je fais des crêpes sur mon déshydrateur. Vous avez vu que je vous ai dit qu'on faisait de la radio spécialement. Bizarre, nous, mais on fait de la radio, on mange. C'est de la radio télé. Ah, je veux bien goûter. On se régale. C'est excellent. Faut laisser... Et est-ce qu'on peut le mettre, par exemple, si on le met dans l'eau, ça fait quoi? Si on met un liquide ou un jus de fruits, est-ce que ça se... On peut le réhydrater comme des dattes, des figues, tout ça. Hein. Mais l'intérêt, c'est, comme en cas, c'est léger à transporter, plutôt que d'avoir des barres de céréales pour des randonneurs ou autres. Ouais, c'est génial, c'est vrai. Hein. C'est léger, on peut faire plein de choses. Donc ça s'appelle? Ça s'appelle des cuirs de fruits ou des bonbons crus pour les enfants. Parce que on garde que le fruit. Alors j'ai vu dans votre cuisine, vous servez beaucoup des fleurs. Du coup, vous avez une collaboration, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, en fait, j'ai ouvert un compte sur Telegram et sur Instagram, Kilucru 06. J'ai précisé 06 parce qu'il y avait un Kilucru qui existait, en fait. Et je commençais à mettre... j'ai un jardin, moi aussi, j'ai des fleurs qui poussent. J'ai commencé à agrémenter parce que c'était joli. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une année, un été, j'ai connu Ève. J'ai été invitée j'ai une amie qui m'a proposé d'aller la voir. Et ça m'intéressait de voir les fleurs comestibles. Donc, on a bien sympathisé. Et 2 mois plus tard, comme encore une fois, je parle beaucoup, on m'a dit, pourquoi tu ne fais pas un atelier chez toi? J'ai fait venir 7 personnes et je leur ai fait découvrir mon univers. Et de là, Ève, elle a découvert mon univers. Et puis après, chacun... Elle vous a fait découvrir le sien. Voilà. Et vous avez fait un mélange des deux. Et elle lui a surtout dit que certaines fleurs qu'elle mettait dessus, elles n'étaient pas comestibles. Donc c'est vrai qu'au niveau des photos, il ne fallait pas faire de mauvaises... Alors c'est-à-dire que parce que Sylvie mettait des fleurs sur ses... par décoration. Par décoration. En déco. Moi, elle m'a dit... Alors par exemple, sur le flyer que j'ai sous les yeux... Ça se mange, celle-là. Voilà. Là, c'est le flyer avec la collaboration, ça. Voilà. Alors par exemple sur le flyer j'ai une recette qui est une carotte cake crue. Oui. Donc ça veut dire traduction? Ça veut dire qu'on c'est un gâteau aux carottes. Oui, tout à fait. Mais ça existe déjà, c'est déjà connu ça, le carotte cake, c'est très connu avec pour des oléagineux. Et je vous ai dit que je mange pas de légumes donc je peux pas connaître. Voilà, donc je découvre. C'est un dessert, voilà, ça existe la carotte en dessert. D'accord, la carotte en dessert. Là, sa carotte quand on la goûte. D'accord. Elle fait rire.
Donc là, par exemple, et il y a des fleurs, je vois avec. Donc c'est tout, tout se mange. Voilà, tout à fait. Toutes les fleurs sont. Pareil, il y a. Je la surveille, je surveille voir fondant, choco, kumquat cru. Ouais, kumquat. Ouais, moi je dis. Tu sais, c'est les petits fruits. Oui, je sais ce que c'est quand même. Ah bah attends. Voilà. Donc ça aussi, fondant choco. Donc, alors, le choco, c'est. Alors le chocolat, quand vous achetez des tablettes de chocolat, même biologiques, elles sont torréfiées. Cuisson haute température. Donc votre magnésium, tout ça, au revoir. Que là, je pars d'un cacao cru. Après, c'est moi qui aromatise. Donc je gère les sucrants qui vont avec. Mais par contre, c'est cuit après. Non. Ah, c'est cru aussi. C'est toujours cru. C'est le principe du. Mais ça part au frigo cette fois-ci. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mais ça part au frigo, ça part pas au déshydrateur. D'accord. Okay. Et donc du coup, c'est une cuisine plutôt végane vu qu'il ne doit pas y avoir d'œufs, j'imagine, ou de lait ou. C'est sans lactose, sans gluten, sans cuisson. Donc ça s'apparente au vegan. Oui, tout à fait. Ça peut être servi dans des restaurants véganes. Ou pas? Oui, tout à fait. Okay. Les cheesecakes crus, ça existe aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et le kumquat, c'est une compote crue minute, sans cuisson. Ça fait rêver. Hein. Oui. Et le chocolat kumquat... Ouais. Moi, ça me fait rêver parce qu'à midi, j'ai voulu me faire 2 croque-monsieur, je les ai brûlés. Donc, ça me fait rêver. En tout cas, côté nutritionnel, tu pourras en parler. Alors, c'est top. Côté nutritionnel, on peut en parler. C'est top. On peut continuer notre dégustation. Allez, on continue la dégustation. Chers auditeurs, si vous voulez nous rejoindre avant la fin de l'émission au studio, il n'y a pas de souci. Alors là, qu'est-ce que je vais manger? Ça a l'air de... ça ressemble à des gâteaux, voilà. Mais c'est sans vrai cuisson. On sent que c'est cru. C'est cookies crus. Ouais, donc le fait que ce soit cru, ça garde toutes les qualités nutritives, parce que c'est voilà. pas altéré par la cuisson. Okay. Mais en fait, c'est pour découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, je sais pas. C'est bon, ça fond, c'est très, très riche. Je veux bien goûter. Après, j'ai pas dit qu'il faut en manger tous les jours, hein. C'est de la pâtisserie crue, là. Hein. Non, c'est bon, non, sincèrement. Donc ça aussi, on peut dire c'est vegan. Oui, parce qu'avec de la noix de coco, c'est de l'amande en poudre, c'est du flocon d'avoine. Donc, Alors, le but de tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le proposez à la vente, ça se passe comment? Aujourd'hui, toutes vos recettes, tout ce que vous fabriquez, tout ce que vous inventez, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je suis en pleine reconversion, donc je suis à la couveuse 06, je viens de signer au mois de mai. D'accord, avec l'initiative Menton Rivière? Non, c'est la couveuse. Oui, c'est un peu la même chose que l'initiative. Voilà, tout à fait. Ils se connaissent des deux côtés. Et je suis encore en formation de l'école, dans une école à distance qui est à Pornic jusqu'à mi-juillet. Et derrière, parce qu'en fait... Ça, c'est une belle histoire. Quand à 54 ans, tu te remets, tu lâches un métier, comme toutes les deux. J'ai bien compris que vous avez 2 métiers importants qui vous assurent certainement un confort de vie, avec une vie sociale épanouie, tout ça. Mais en fin de compte, qui n'était pas dans vos valeurs, entre guillemets, dans votre passion. Et là, j'ai l'impression que même quand vous en parlez toutes les deux, bon, déjà, Ève, elle n'arrête pas de sourire. et dans vos yeux, on sent que c'est la passion. On voit dans les yeux, en fin de compte, les gens quand ils sont passionnés. Ouais, T'as vu, Clara? Ouais, c'est beau. Il faut avoir un courage et une détermination pour changer, pour troquer une vie stable financièrement et même... et partir à l'aventure, parce que ça, c'est l'aventure. Hein. Pour vraiment s'investir dans sa passion, c'est fou. Alors, bravo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire entre guillemets, cette tendance, on sent qu'il y a quand même un engouement pour tous ces produits bio, pour ce changement de vie, même si à un moment donné, le bio, ça a cartonné et puis c'est redescendu pour différentes raisons. En tout cas, on voit que ce concept... C'est un concept qui... Mon bio à moi, c'est le local d'abord, voire l'Italie, enfin France ou Italie, je veux dire, je ne vais pas chercher, à part les fruits tous les produits sont locaux. Voilà. J'essaye le plus possible d'aller chez les maraîchers pour avoir des contacts en direct, parce que moi, je veux mettre en valeur, je suis issue d'une famille de petits commerçants, donc moi, je veux continuer à mettre ça en place. Après, moi, ce qui me plaît, c'est que ce que je vous fais goûter, ça, si demain, je veux me l'acheter, c'est vendu pratiquement nulle part, ou alors c'est hors de prix. C'est pour ça que j'ai pensé à des ateliers, pour apprendre aux gens... Le concept, c'est ça en fin de compte qui le cru. Voilà. Aujourd'hui, c'est des ateliers. Vous allez proposer des ateliers pour créer ses propres... Pour montrer, parce que je prends l'exemple pour les enfants, les goûter le matin. La date, c'est un très bon sucre pour le cerveau. Si moi, j'apprends à faire des énergie balls, je pense que ça parle à beaucoup, avec du cacao et tout. Elle est étudiante, elle, donc elle en a besoin. Franchement, mais même pour des étudiants, moi j'ai testé sur mes enfants, donc ils sont encore là, non je rigole. Ils vont bien, ils vont bien, mais je veux dire, ça permet aussi de leur montrer aussi qu'avec pas beaucoup, ça cale et c'est des bons... Et c'est bon. C'est pas cuit et c'est des... Voilà, tout est nuant. Et même en fin de compte, je suis sûr que en prix de revient, c'est vachement plus avantageux, non?
Ah oui. en production. Ah oui. Quand on va acheter une boîte de cookies ou un gâteau, c'est beaucoup plus cher que le prix de revient. Oui, puis c'est en dessous de la liste des ingrédients, j'ai vu un Naturalia, des petits trucs de bonbons crus là, et puis il y avait une grosse liste d'ingrédients, c'était à 32 € le kilo. En termes de qualité, c'est vrai qu'on s'y retrouve aussi. Donc sa passion, l'expérimentation, ma joie, faire découvrir mon univers à travers des ateliers de découverte de l'alimentation crue pour petits et grands, ça c'est ce qu'il y a sur le flyer. Et donc les ateliers vont démarrer Ben, je m'étais préparée. Oui, ça va se faire. Oui. Ça va se faire. Mais en fait, je veux faire découvrir à domicile. Je veux trouver des lieux pour recevoir aussi. Je veux faire un accompagnement pour les personnes qui pourraient être intolérantes au lactose et au gluten et qui sont perdues dans écoutez, cette aux gens qui sont en train d'écouter cette interview en direct et qui vont le réécouter, puisqu'on peut faire du replay, il va être partagé. Il a été partagé. On vous invite, 18h25 il est, donc on vous invite à contacter Sylvie. Donc c'est très simple, alors on va vous donner sylviep06.sp@gmail.com. En tout cas, on va mettre toutes les coordonnées. On mettra les coordonnées sur Instagram le aussi. Voilà, on va mettre tout ça. Tu mettras toi sur les différents comptes. Et puis nous sur le site de la radio, bien sûr, on va mettre les coordonnées pour découvrir un petit peu mieux la cuisine de Sylvie. Nous, on vient de faire une découverte. Mais c'est ça en fait, c'est que personne excellent. connaît. J'ai soif. Mais c'est vrai que ça parle vraiment plus, justement, en goûtant que si juste elle t'avait expliqué. Là, au moins, vraiment, c'est concret. Surtout, il reste encore un bon moment d'émission. On verra bien si je vais jusqu'au bout. Oui, Je rigole. Alors moi, la question que je me pose, maintenant, on va revenir vers Ève, est-ce que je vais goûter des fleurs avant. J'ai pas amené de fleurs. J'ai tout vendu ce matin. Bon. Alors donc, j'ai tout livré. On retourne vers Ève. On fait voilà. Ève, donc, on est arrivé à la découverte, on le disait tout à l'heure, elle a eu le terrain. Elle a découvert cette fleur sur ce terrain. Et là, elle a décidé de faire de la production de fleurs. Alors est-ce que c'est en masse? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Alors, je me retrouve sur un terrain nu. Je me retrouve avec choisir moi-même les fleurs comestibles. Je me retrouve sans aucune expérience. Donc, je me mets à étudier énormément les livres botaniques, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Bien sûr. Et donc, j'étudie les travaux de l'ethnobotaniste François Couplan, qui est assez connu. Voilà. Et donc, je commence à faire mes premiers semis. J'ai mes premières fleurs et je commence à faire mes premières livraisons entre Nice, Menton et Monaco. Voilà. Alors, mais ça, c'est le concept, ça se livre comment en fin de compte? Qu'est-ce que vous découpez les pétales? C'est les fleurs entières? Moi, je veux tout savoir. Je vais tout vous Parce dire. que moi, quand on va cueillir une fleur, on cueille la fleur, mais à mon avis, il n'y a pas la totalité de la fleur qui se mange. Non, c'est une très bonne question. En fait, je ne vends que ce qu'on appelle la sommité florale. C'est uniquement, on va dire, la tête de la fleur. D'accord. Au moment où je cueille cette tête de fleur, cette tête n'est plus irriguée par la tige, il n'y a plus la sève. Donc tout de suite, elle va partir en déshydratation. Donc à ce moment-là, il va falloir tout de suite la réfrigérer, la mettre au frigo. Ça va ralentir. Oui. Exactement, ça va ralentir le processus de déshydratation, tout à fait. Et de là, je vais les mettre dans un frigo que j'ai au jardin qui est solaire. Et ensuite, je vais les livrer. Donc, mais il faudra que je les livre avec un sac réfrigéré. Donc, je vais acheter des pains de glace à ce moment-là dans des sacs isothermes. Ça soit tout le temps au frais, quoi. En fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça peut durer entre le moment où elle est cueillie, qu'elle a enlevé de la terre, et qu'elle arrive dans l'assiette du consommateur. Il faut qu'il se passe combien de temps maximum? Alors, on va dire que les fleurs, elles se conservent une semaine, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de choc thermique. C'est-à-dire qu'il faut toujours que le chef, quand ça arrive en cuisine, les fleurs, elles soient réfrigérées. Elles vont se mettre tout de suite au frigo. D'accord. Et ce qui est incroyable, c'est que les fleurs, même quand elles sont cueillies, comme ça, elles sont toujours vivantes. Ce qui fait que vous allez vous retrouver, par exemple, avec les fleurs de souci, ce qu'on appelle les calendulas. Elles vont être fermées. Et si le chef les ouvre, par exemple, 20 minutes avant, elles vont s'ouvrir devant lui, quoi. D'accord. C'est assez magique. C'est magique aussi, ouais, effectivement. Et puis les couleurs, ce qui est de beau, c'est que moi j'ai vu déjà des reportages là-dessus et tout. C'est des plats, et puis il y a des chefs comme ici notre voisin Maro Colagreco aussi qui cuisine aussi avec des fleurs. Peut-être il est client, non? C'était un des premiers clients. C'est un des premiers clients, Maro. Je voulais travailler localement à l'époque. Donc, comme Sylvie, enfin, ça c'est important aussi. C'est bien de rester en circuit court aussi. Oui, tout à fait, pour garder la qualité et la fraîcheur des aliments. Et puis les valeurs que ça véhicule aussi, le circuit court, les liens et les valeurs que ça véhicule. C'est vrai que dans ces couleurs, alors quel type de fleurs on peut manger par exemple? Donnez-nous quelques fleurs. Je vais parler des fleurs et puis leur goût, tant qu'à faire. Et le goût, voilà, alors on va donner la fleur et le goût. Alors, on va commencer par une fleur qui est assez rigolote. On peut commencer par le bleuet. Le bleuet, tout le monde connaît le bleuet. Le bleuet, il est bleu.
Et sur une fleur, en fait, vous avez les pétales et vous avez le fameux calice. Vous savez, la petite partie verte, comme la petite main qui tient les pétales. Et ben le bleuet, lui, si vous mangez les pétales, il n'y aura pas de saveur. Par contre, il y aura un bleu magnifique que vous pourrez parsemer sur un riz clair. Et lui, le calice, il va avoir la saveur de l'artichaut. Donc ça, c'est très intéressant. Après, on peut parler des capucines. Les capucines, elles ont une saveur de radis noir, un peu piquante comme ça. Et vous allez aussi pouvoir l'associer avec une petite feuille de capucine dans votre assiette. Ce qui est bien en fin de compte quand on a des plats comme ça, c'est qu'en même temps on a le goût, on va manger, puisqu'il y a une valeur nutritive, je suppose. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc et puis le tableau. Tout ça aussi fait. qui est fait quand on regarde l'assiette, c'est le tableau derrière. Bah, aussi, le mot magnifique. que vous utilisez est très juste, un peu comme ça que je vois les choses. C'est vraiment, on transforme une assiette en tableau, ça devient un art. Enfin, j'ai eu la chance d'arriver à des moments dans des cuisines parce que je travaille Parce que ça existe depuis longtemps. Hein. Vous y êtes venu, mais ça existait avant que vous y veniez. J'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, l'homme est un cueilleur. Oui. Donc depuis la nuit des temps, on mange les plantes, que ce soit la racine, que ce soit les feuilles, les Mais là, tiges, aujourd'hui, en cuisine, dans des grands restaurants, c'est surtout dans des grands restaurants qu'on voit ça plus facilement. Alors, je vais vous dire pourquoi. Ça existait déjà avant que vous y mettiez. Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai voulu travailler avec des restaurants qui n'étaient pas étoilés. Mais en France, on a encore du mal. On a encore peur de. En France, la fleur, elle est ornementale. Ça fait très bizarre de se dire, tiens, elle, je l'ai sur mon balcon, je l'arrose. Puis d'un coup, je vais la manger. Il y a quand même une petite retenue. Si vous allez au Vietnam, si vous allez aux Philippines. Ils mangent même des insectes. Voilà, donc, c'est pas une fleur qui va les retenir. Hein, je veux dire. Après, il faut savoir qu'il y a 10 ans, j'ai dû vraiment apprendre à beaucoup de chefs quelles étaient les fleurs comestibles. Et puis après, il y a beaucoup de chefs aussi qui ont fait du compagnonnage, qui voyagent beaucoup et qui m'ont fait aussi des demandes très spécifiques de fleurs qu'ils avaient vues sur des îles, par exemple. Bon, je peux pas toujours satisfaire. Toutes les fleurs, pas toutes les fleurs se mangent. C'est une très bonne question. Non, pas toutes les fleurs se mangent. Il y en a qui, c'est un peu comme chez les champignons. Il y en a qui sont peut-être certainement. Bah, on peut les manger. Alors, c'est comme disait Coluche. C'est comme les champignons, on peut les manger toutes une fois. Oui, une fois, effectivement. Tu peux les manger toutes une fois, mais après... Voilà, il y aura peut-être pas une deuxième fois suivant le champignon. C'est pour ça qu'il faut quand même... Voilà, connaître, c'est un métier. C'est un métier, faut pas faire n'importe quoi. Métier de floriculteur. Rien que le mot, c'est beau. Ouais. Rien que le mot. Et là, tu as combien justement d'espèces, on va dire, sur ton terrain ? Alors écoute, quand j'ai démarré, j'avais, je crois, une 40aine de variétés. Ce qui est énorme, Et là, je suis redescendue, on va dire, à la moitié, à une vingtaine. Voilà. Et c'est aussi en fonction des demandes, vraiment. Par exemple, on a des chefs qui vont partir sur des petits modèles, parce que voilà, il y a toujours une histoire de taille, de saveur. Parce que là, on est une énorme fleur sur un petit plat qui fait 5 cm. Et on va retrouver des saveurs d'ananas, on va retrouver des saveurs de haricots. Par exemple, vous pouvez manger les fleurs de haricots, vous pouvez manger les fleurs de fèves, qui vont avoir le goût des fèves. Ici, on connaît bien la fleur de courgette, mais on va plutôt la cuire parce que crue, elle n'est pas très agréable. Voilà, la fleur de courgette, on en fait des beignets chez nous. Exactement. Voilà. La fleur d'acacia, il n'y a pas longtemps, on avait la fleur d'acacia. Tous les acacias. Il y en a beaucoup ici aussi, effectivement. Les fleurs d'arbres aussi, il y a les fleurs sauvages, les fleurs qu'on cultive. Donc à peu près 20 espèces. On dit des espèces ou on dit des variétés. Des variétés. Des variétés. Oui, on ne dit pas des espèces. Donc vous avez une collaboration toutes les deux ensemble, si j'ai bien compris, avec Sylvie. Alors Sylvie, avec le métier extraordinaire qu'elle fait, quand je l'ai vue arriver à un cours que je donnais au jardin, et avec sa générosité naturelle, elle nous a fait déguster donc ces merveilleuses créations. Et puis du coup, je suis allée après tout de suite à son stage, forcément. Et quand j'ai écrit donc le livre, je me suis dit, c'est tout naturel d'inclure les recettes de Sylvie avec. Donc le livre. Voilà. On en parle. Le livre. Ouais. Alors le livre, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi elle s'est mise à écrire ce livre ? Ça faisait longtemps que... On a l'image sur la vidéo, donc les fleurs comestibles au jardin d'Ève. Même l'image, elle est jolie. Alors ça faisait longtemps que je pensais écrire un livre et on a des métiers un peu, on court partout, entre les conférences, les ateliers, tout ça. Et puis... Oui, parce que derrière tout ça, il y a la production, il y a le ramassage. Ouais, vous êtes toute seule ? Je suis toute seule, je fais tout de A à Z. Bon, j'ai des stagiaires qui m'aident quand même pendant la période un peu compliquée. Vous envoyez les nôtres. Je prends, j'accepte, j'accueille avec plaisir. Donc il y a. Où ce terrain ? Alors ce terrain, il est à Menton. Alors je sais pas si tu connais, il y a Conforama. Et en fait, je suis juste en face Conforama. Il y a la chapelle Jeanne d'Arc. Oui. Et moi, je suis derrière cette chapelle. D'accord. Okay. C'est un terrain communal. Il faut passer par une copropriété quand même. Alors on a un message de Karim Djekar. Ça vous parle ?
qui fait lui le riz. Alors moi, je fais une huile d'olive Karim, sur tourmente. Karim. Voilà, vous collaborez avec Karim ? Tout à fait. Voilà, ben, il est en train de nous regarder, nous écouter. On les fait un petit clin d'œil à Karim. Effectivement, Bonjour, lui aussi Karim. qui est spécialiste. On peut dire que lui, c'est aussi un spécialiste du local. Avec Karim. Et lui, il a aussi fait un livre. On le recevra, il vient de sortir un livre sur lui, sur son Karim, histoire. C'est un passionné. Voilà, c'est un passionné, Karim, effectivement. On revient sur le livre. Donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors, dans ce livre, on va déjà apprendre à les reconnaître, D'accord. à savoir quelles sont les fleurs comestibles, c'est une base. On va savoir comment les associer, parce que c'est bien de savoir, par exemple, si tu sais que la bourrache, elle va avoir une saveur iodée, saveur de poisson, on va plutôt la mettre avec des plats salés. Si tu goûtes, par exemple, une petite fleur qui va être, je sais pas, l'oxalis, qui a un petit peu une saveur un peu citronnée. Tiens, c'est le petit jeune qui nous en a parlé tout à l'heure. Avant l'émission démarre, il a dit, moi je connais... Attends, on va t'ouvrir le micro, vas-y. Voilà. Justement, je voulais vous poser une question sur l'oxalis. Tout à fait. Alors, j'ai vu beaucoup de gens la manger différemment. Ouais. Et je me demandais en fait quelles parties sont comestibles. Moi, je mange la tige. Je sais qu'il y en a qui mangent les fleurs, mais je n'étais pas sûr de la comestibilité. Tu peux manger toute la plante. Ok. Ouais. Après, l'oxalis, comme dit son nom, il y a de l'acide oxalique. C'est très acide. Donc bon, on se rappelle, moi, quand on était petit, quand on allait dans les champs, effectivement, on cassait cette fleur, on croquait la tige et on sentait cette acidité. Tout à fait. C'était un peu comme un bonbon, ça faisait effectivement pour nous. Oui. Les enfants l'adorent, tout ce qui est acidulé. C'est vrai. Mais bon, je me rappelle de ça. On ne va pas dépasser une certaine quantité quand on mange des fleurs. D'accord. Je fais un petit rappel, j'en profite. On ne dépasse pas une dizaine de fleurs par jour, surtout pour habituer le corps au départ. Parce que ça peut être nocif. Comme tout nouvel aliment, il faut que le corps s'adapte à ces nouvelles informations. Et puis petit à petit, après, on n'a pas tous la même sensibilité. Voilà. Donc dans ce livre, on découvre on revient au livre, on découvre toutes les fleurs, la manière qu'on peut les associer. Tout à fait. On va apprendre aussi comment les faire sécher. Parce que une personne qui va avoir un joli jardin, qui va avoir beaucoup de fleurs, se dit tiens, c'est dommage, elles vont faner, qu'est-ce que je peux faire avec ? On va les faire sécher. Donc je donne une petite idée de création de séchoir facile à faire. Là, c'est pour de la déco ? Ça n'a plus rien à voir avec la nourriture ? Oui, c'est pour l'hiver, c'est sympa d'avoir son petit pot en verre et dire tiens, cet hiver, je vais saupoudrer de fleurs comestibles tout de suite. D'accord, on peut faire ça aussi. Ouais, d'accord. Donc un livre où on va tout découvrir. En fait, quand vous transmettez votre savoir. Je pense que c'est une transmission. Je pense qu'il y a tout ce que je connais dedans. Il y a aussi comment travailler la terre, des techniques pour travailler la terre avec respect. Cet être vivant qui est la terre. Et voilà, ça va s'adresser, on va dire, à des amateurs comme à des professionnels en jardinage, voilà, tout simplement. Et puis à des amateurs qui aujourd'hui on peut découvrir dans leur cuisine, comme a décidé de le faire Sylvie, faire découvrir aux gens, d'être reçu à la maison. J'aimerais bien être reçu un jour quelqu'un qui me met des fleurs dans le plat. J'aimerais bien découvrir ça. Ça m'est jamais arrivé, moi. Ah ouais ? Ça, c'est possible. Non, encore ce week-end. Chez quelqu'un, non, mais encore ce week-end dans un restaurant, il y avait plein de fleurs dessus. Le but du livre, c'est pas aller dans un restaurant. Le but du livre, c'est que quelqu'un l'achète. Mais après, elle travaille aussi avec les restaurants. Le but du livre, déjà, c'est de le vendre. Si elle est là ce soir aussi, c'est pour le vendre, le livre, si on vous a mis l'image. D'ailleurs, on va vous mettre la pub de comment retrouver les infos, comment retrouver Ève, juste que je puisse appuyer sur le bon bouton pour vous donner les bonnes infos. Et voilà, vous avez tout qui est en train de se mettre à l'écran. Fleurs comestibles bio au jardin d'Ève. Je vous montrais, j'avais pas l'image pour Sylvie, mais sinon j'aurais fait la même chose. Voilà, c'est pour les restaurateurs, les particuliers, les magasins bio. Vous avez le téléphone, vous avez les mails, vous avez le site internet. Voilà, et vous pouvez découvrir tout ça. Et donc, ceux qui s'intéressent, allez y faire un petit tour. Sabine Luchen qui nous regarde aussi, elle qui est spécialiste du bien-être. Voilà, je pense qu'elle doit connaître, elle va mettre un petit message. Si elle connaît aussi ce système, si elle a déjà goûté les fleurs. Voilà, c'est une sophrologue, elle fait plein de choses en tout cas pour le bien-être. Ça, je pense que ça joue aussi pour le bien-être. Complètement. Vous avez des questions, ma chère Noémie, tu avais pris des notes. Ma chère Clara, est-ce que tu as des questions ? Est-ce que j'ai des questions ? J'y réfléchis, mais si tu veux d'abord poser tes questions. Non, après on a quand même fait pas mal le tour justement sur tout ce qui était demandé. Après je sais que voilà, Sylvie a fait encore Alors qu'est-ce que je vais goûter troisième, là maintenant ? Qu'est-ce que je vais goûter ? Chers auditeurs, je vais goûter en direct. Ça a l'air d'aider. Il y a du chocolat cru dedans. Bon, c'est une texture qui est faite à base de psyllium. Et le psyllium, c'est un liant, c'est un plant. Vous pouvez me traduire en français ? C'est une petite graine en fait qui sert de liant. Et en fait, ce qu'il y a de bien dans cette graine, c'est que, comment dirais-je, c'est pour les intestins. Je trouve plus le mot.
C'est anti-inflammatoire. Hein. C'est... Ah là là, ça y est, c'est un mot qui m'échappe. Ah, elle sort ses petites notes. Alors, aussi. ce qui est bien, c'est Amélioration du transit intestinal avec cette petite... D'accord. Ah, ça c'est bon pour tout le monde alors. Ça c'est bon pour la fin. Enfin, la fin. Alors, c'est très bon, mais c'est vrai que ça a tendance Merci. à coller au palais, je veux dire à... C'est des nouvelles textures. C'est Ben, des en fait, textures c'est des qui, voilà. découvertes de nouvelles Voilà. textures. Donc, en fait, on essaye de se rapprocher un peu de la pâtisserie. Oui, voilà. En fait, on a l'impression Mais- qu'on mange... Voilà, en fin de compte, ça donne l'idée qu'on mange de la pâtisserie, mais un peu crue. Ben là, pour la petite ça. histoire, justement, elle a fait donc sous forme de madeleine. Et c'est vrai que les premiers testeurs étaient ses enfants. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, voilà, par rapport aux madeleines du commerce qu'on peut trouver dans le commerce Cuite. ou même que nous on fait, ça va être beaucoup plus sucré. Alors que là, justement, elles Oui. sont beaucoup plus naturelles. C'est pour On ça sent qu'elle a que pris le c'est moins parti de mettre sucré. un petit peu Oui, de mais c'est mieux chocolat dans pour ça. apporter justement Oui. ce petit côté sucré, mais tout en restant naturel et... Alors, Et bonsoir. Il y a Sabine qui nous marque. Bonsoir, j'ai eu la chance d'échanger avec Eve, mais je n'ai pas encore goûté les fleurs. Ah, Donc Sabine Luchel vous connaît. Elle a eu la chance d'échanger avec vous. bonsoir Sabine. Et il y a Madier Maleki, bonsoir, une question pour Eve. Alors voilà, j'ai une question pour Eve en direct. Bonsoir, une question pour Eve. Vos fleurs poussent toute l'année ou entre 20 variétés, avez-vous au moins quelques fleurs dans toutes les saisons? Alors c'est une très bonne question. Voilà. Je n'ai plus. Alors les fleurs, elles poussent généralement pendant la période de pollinisation. Et quand il commence à faire froid, la nature hiberne. Et donc on va dire en novembre, janvier, février, je fais Jusqu'à pas. avril presque, il n'y a pas de... Tout se repose. Les se arbres. repose. Ouais, tout se repose. Donc là, il n'y a pas de Et je production. prends mes vacances. Et on prend ses vacances. Très important les vacances. C'est des vacances de 4 Pour mois. mieux revenir, Non, moi, justement... j'ai fait le calcul, c'est 4 mois. Hein. Oui, mais non, en attendant, tout l'été, Oui, le mais il y a- printemps... En attendant, voilà. elle écrit des livres. Voilà. Et il faut pas Attendez, les travailler crimes. la terre pendant l'hiver aussi. Oui, oui, mais je travaille pendant l'hiver. Hein. Je prends un mois Oui, pour j'ai tout compris, le monde de ouais, repos. bien sûr. Mais après, tu as tous les semis. Les semis, travailler la terre, écrire Ouais. le livre, Tailler les arbres, le site internet, tout à tout ce qui fait. va à Tout côté, à fait. l'administration, aller voir les nouveaux restaurateurs, essayer de décrocher des nouveaux restaurateurs. Faire découvrir. Exactement. Et puis former aussi des futurs producteurs de fleurs comestibles en ligne, hein, parce que je fais de la formation en ligne. Alors oui, on va revenir pour terminer. On est prêt. Ah ben, du coup, on parle ce soir. Ah, mais On parle, j'en hein. doutais pas. On parle. Hein. Donc, Ça c'est dit. alors Sabine fait de la fleur de bac. Ah, mais c'est différent. Non, mais voilà, c'est pour ça. Elle fait aussi des fleurs, mais de la fleur de bac. Je vois qui est Sabine. Vous voyez qui maintenant. c'est? Voilà. Ouais, donc. tout à fait. Je disais donc on a découvert aussi, vous êtes aussi initiatrice en géobiologie. C'est compliqué, ça c'est un mot. Alors c'est l'étude de la vie de la Terre en fait. D'accord. Voilà. Et ça, vous formez les gens aussi? Oui, j'enseigne beaucoup de personnes pour trouver de l'eau parce que c'est pas un Alors, don. c'est avec c'est la pas un baguette don. C'est pas un don de trouver de l'eau. Avant, c'était, on va dire, c'était chasse gardée. Mais est-ce que ça marche vraiment le truc de la baguette pour trouver l'eau? Ah oui, oui, bien sûr. Il y a Le- des gens le qui Y, investissent. là, le gris. Oui, ça. Mais c'est la baguette qui marche ou c'est un don ou c'est du. Non, il y a des champs. Ou c'est du pipeau quoi. Non, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des champs telluriques qui sortent de la Terre. Et on va dire qu'il y a une micro-densité, on ne peut pas percevoir avec notre main, mais à certains endroits du sol où il y a une certaine densité. Et la baguette, elle va faire quoi? La baguette, on va dire, elle est en rotation, mais c'est une rotation très subtile. Et quand elle va toucher une sorte de champ tellurique, comme ça, surtout les mouvements de l'eau, parce que l'eau, quand elle passe sous la terre, elle frictionne, comme ça, elle fait des frictions contre les parois, et ça crée des sortes de champs. Et ces champs, ils sont... alors, c'est pas palpable avec nos mains, mais les baguettes ont cette sensibilité. Quand elles vont toucher comme ça fait comme des sortes de murs. Hein, elles vont taper dedans, elles vont s'ouvrir, elles vont avoir un mouvement. Voilà, c'est D'accord. quantifiable. Hein, c'est quantifiable. Et ça, tout le monde peut le faire Mais ou... bien sûr. Mais même Ça- vous, je vous donne les baguettes, on peut trouver... Sérieux? Oui. Pour le coup, Sylvie a testé chez elle. Sylvie. C'est Oui, très Sylvie. facile. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais. oui, oui. J'ai formé... Vous l'aviez jamais fait, Sylvie? Vous avez testé J'avais ça? jamais fait parce qu'aussi la baguette au départ on lui demande la permis et c'est nous qui lui disons quand c'est bon où tu Par exemple, si je cache une bouteille d'eau sous la terre, elle la retrouve? Alors, non, mais je on fais cherche exprès, de là. l'eau en mouvement. Non, mais- les baguettes vont... Non, mais là, j'ai posé la question de C'est une très l'auditeur bonne qui va question. poser la Non, question mais c'est une bête. question Mais très intéressante. voilà, dire on cache de l'eau quelque part, on fait sa propre mare d'eau et est-ce qu'on la trouve? Non, il faut qu'il y ait du mouvement pour Voilà. créer une sorte de C'est champ. C'est un ruisseau qu'on va retrouver derrière, dessous. Voilà. Mais les champs telluriques, on les voit pas. Mais par exemple, on peut voir les infrarouges, on peut voir plein de champs. Il y a beaucoup de champs sous la Terre. Le monde souterrain est vivant. Il se passe beaucoup de choses sous la Terre. Hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est toujours en mouvement. Et puis, il y a toutes ces galeries souterraines, il y a du mouvement sous la Terre. Et les baguettes, elles captent tous ces mouvements.
Oui, c'est bien qu'il y ait certaines personnes qui s'en rappellent, voilà, pour pas la détruire, notre planète, effectivement. En tout cas, Ève, elle en fait partie des gens qui la protègent, puisque aussi elle nous nourrit avec, il faut pas oublier ça. Effectivement, voilà. Donc, et puis donc, on va revenir un petit peu vite fait sur les ateliers de cuisine. Donc bientôt, il démarre. On va aller découvrir. Comment on va vous retrouver? En fait, j'ai un compte Instagram Kilucru06 où on peut retrouver tous mes petits tableaux là. Donc vous avez bien entendu. Tu nous le mets en ligne? Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je le mettrai. Et prochainement, je vais être sur Facebook parce que bon, on m'a dit qu'il y avait plus de visibilité aussi, donc alors, je Facebook, ne l'étais pas. Voilà, alors la visibilité Facebook, ça touche des gens un autre public, on va dire un peu plus âgé, au-dessus de 30 ans, on va dire un peu plus de 30 ans. Donc effectivement, en fin de compte, il faut se servir de tous les réseaux sociaux. Tout à fait. Moi, j'ai encore un petit peu de mal de me servir d'Instagram. De temps en temps, j'y vais, mais voilà, ça fait pas partie de ma génération non plus. Donc, c'est moins évident. Mais en fin de compte, c'est vrai que tous les réseaux sociaux, c'est pour ça que ce soir, nous, on est rediffusé. On est diffusé en direct en live Facebook, et ce qui fait que les gens vont pouvoir vous découvrir, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et puis surtout, vous allez pouvoir partager l'interview. Voilà. Merci. Donc, votre actualité, qu'est-ce qui va se passer dans les jours là qui arrivent? Il y a une actualité particulière? Moi, me concernant, je vais continuer des formations en ligne, je vais continuer à former des sourciers, et puis des gens pourront leur apprendre aussi à communiquer avec la nature, avec les baguettes, puisque les plantes émanent des fréquences qui sont aussi palpables par les baguettes, parce que tout est fréquentiel. Et on peut incroyable. Elle est passée. Non, mais c'est incroyable. Elle est passée de son tailleur avec sa mallette de Monaco complètement. à me parler d'aller chercher de l'eau dans la terre. Je suis partie vers le monde merveilleux. J'ai retrouvé ce monde merveilleux que je ressentais quand j'étais petite. Quand tu étais petite, c'était ça, c'était le retour. Oui, mais j'avais des yeux plein d'étoiles. Et quand j'ai quitté mon métier qui était pas inintéressant, mais il me faisait pas. Il ne faisait pas sourire, il ne faisait pas vibrer, il y avait pas... Et puis là, en fin de compte, c'est de la découverte, il y a quelque chose de nouveau tous les jours presque. Oui. Dans la nature, la nature, elle n'est jamais pareille. Vous avez raison, et on n'a pas fini d'étudier la nature, parce qu'on découvre tout le temps des choses. Il y a des nouvelles variétés qui naissent tous les jours. Et les abeilles aussi qui vont polliniser les fleurs, parce que ça aussi, là, ça fait partie de votre chaîne, ça, les abeilles. Tout à fait. C'est indispensable. Il y a beaucoup de pollinisateurs, on parle des abeilles, mais il y a énormément de pollinisateurs. On a les bourdons, Attends, vas-y, tu avais une question? Oui, j'ai peut-être des questions à propos de pollinisateurs. En fait, si je veux créer un écosystème, quelles fleurs je pourrais essayer d'introduire qui sont dans la région pour pouvoir attirer des insectes intéressants pour un écosystème, je veux dire? Alors, ce qui fait la force d'un écosystème, c'est la biodiversité, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire venir, on va dire, une très grande quantité d'insectes différents. Et donc, alors, si on peut axer plus sur la pollinisation, je vais te dire de regarder tout ce qui va être ce qu'on appelle les plantes mellifères. On appelle ça les plantes mellifères. Il y a des listes comme ça. Ce sont des plantes qui vont attirer spécifiquement certains insectes. Mais si tu veux créer un jardin d'abondance et un jardin fertile, faut vraiment faire venir un maximum de plantes endémiques. Ici, on n'a pas beaucoup de plantes endémiques. Alors, ça veut dire quoi, plantes endémiques? Ça serait quoi, voilà, les plantes endémiques? Les plantes sauvages. Ici, quand j'ai regardé, par exemple, c'est une très bonne question que tu as posée. Quand j'ai regardé, en fait, je crois qu'il y a un tiers des plantes qui sont dans mon jardin qui ont été importées. C'est incroyable. D'accord. Je sais même pas si les oliviers, ils sont de chez nous. Ouais. Il y a beaucoup de plantes comme ça. On pense que c'est. Regardez, on a les palmiers, par exemple, les palmiers. Non, ça on se doute. Il y a la serre de la Madone, ça a été beaucoup. Mais on a une grande densité de plantes qui ont été importées. Je ne saurais même pas vous dire quelles sont vraiment les plantes endémiques. Dans le micro, par exemple, l'oxalis, on n'entend pas. Elle vient aussi d'Amérique du Sud. Alors, vous savez qu'il y a eu ici, en plus, on est sur un endroit où il y a eu beaucoup de bateaux. Et il y a eu beaucoup de graines qui ont été ramenées. Oui, effectivement. Donc après, ça dépend à On quelle a même eu période la chance d'avoir le moustique tigre. Ouais, alors, donc, un peu de problème. Qui a démarré à Menton et donc qui est arrivé aussi. Voilà, donc non, mais c'est un exemple de ce qui a pu être importé par des bateaux ou par des. Voilà, effectivement. Et les graines. Les plantes endémiques d'il y a 500 ans, d'il y a 1000 ans, tu vois, tu as des plantes endémiques. Puis les graines, tu sais, même des fois, on transporte sous nos pieds. On va marcher on va marcher quelque part, on a des graines qui vont rester dans les semelles et on les transporte à d'autres endroits. Et en fait, ça, c'est une manière aussi de transporter des graines d'un endroit. C'est la dissémination, j'avais fait un cours là-dessus, c'est incroyable. Le génie végétal, il est incroyable. Par exemple, les graines de coquelicot, c'est magique. Elles sont très légères. C'est ma fleur préférée. Le coquelicot. Alors en fait, il y a une petite capsule comme ça qui naît de la fleur. Et quand elle commence à sécher, elle éclate. Et en fait, grâce à cet éclat,
Elle peut projeter les graines à plusieurs mètres. Alors on avait vu ça sur une vidéo où ça a été pris au ralenti, au C'est magnifique. macro. On Tout voit à fait. effectivement là le processus de... Mais c'est pas fini, c'est que les graines, elles ont une capacité de flottaison. C'est-à-dire que quand il va y avoir des petites pluies, elles vont ruisseler comme ça, elles vont pouvoir faire des mètres et des mètres et des mètres et des Voilà, mètres. c'est ça qui est beau. Moi j'adore voir un champ de coquelicots. C'est une des plus belles images que Oui, j'ai. c'est Voilà, moi, très en tout beau. cas chez moi. Et le tournesol, j'aime bien aussi. Et le tournesol, Ah, ça, effectivement. Bah, on a découvert plein de choses. Tiens, bon, on va terminer avec ça. Le tournesol, est-ce que ça se mange à part dans l'huile? Oui, les graines, pétales, les graines, les pétales, ouais. On a appris plein de choses ce soir. Ça se cuisine aussi. On a appris plein de choses ce Il y a soir. une fleur qui est le bégonia, par exemple. Que tout le monde Noémie, connaît. j'ai parlé que moi. Non, il n'y a pas de souci, c'est que je regardais dans les commentaires donc, du partage Facebook et il y avait Franck qui demandait s'il y avait beaucoup d'eau souterraine à Menton et dans ses alentours. Oh là là, il y en a énormément. Ah ben je peux Il y te a dire. même parler des sources des- qui sortent de la mer. Tu as même des sources qui sortent de la mer. D'accord. Oui, hein. ça on le sait. Bah, alors à un moment donné, ils avaient fait ils en avaient parlé, c'était sorti, puis ça n'a jamais été exploité. Il y a des sources d'eau douce qui sortent Tout à là au fait. large ici Ouais, devant ouais. Grimaldi, et il y en a plusieurs d'ailleurs, et ça n'a pas été exploité. À un moment donné, on en a fait tout un cinéma, un promo, voilà, c'était sur Nice Matin. Il y en a beaucoup. Je peux te le dire encore mieux, puisque l'immeuble où j'ai mon garage, il y a une source qui passe dessous. Ouais. Et en fin de compte, quand il y a de grandes pluies, les dalles ont été tellement faites qu'en fin de compte, l'inondation n'arrive pas par du ruissellement, mais Et par en elle dessous. arrive par dessous, elle remonte et elle inonde les garages par le dessous, Ah, mais par les c'est- sources. ouais. Il y a beaucoup. C'est comme ça jusqu'à, enfin, à ma connaissance, jusqu'à Roquebrune. Hein, Ah, oui. oui, il y a énormément d'eau. Gorbio, on appelle Gorbio, il y a eau dedans. Hein. Voilà, et en fin de compte, on n'a jamais été, à part l'année dernière, en pénurie d'eau. Ici, c'était la première fois. L'année dernière, comment ça s'appelle, on L'été était en dernier, oui. restriction d'eau. Et encore, je pense qu'on n'était pas spécialement en restriction d'eau, puisqu'il ne faut pas oublier qu'aussi, on a la fonte des neiges qui alimente aussi toutes nos Après, il y montagnes. avait eu peu de neige justement et c'est pour ça qu'il restreignait. Mademoiselle, je suis content de vous avoir reçu ce soir. J'ai appris plein de choses. J'ai goûté. Enfin, j'aurais aimé goûter Alors, des fleurs, mais bon, on goûtera des fleurs. Ma Est-ce chère que Nono. tu es content justement de ces découvertes culinaires crues Oui, écoute, oui, très bien. Non, Tu es toujours sincèrement, vivant, tout va je suis bien. toujours vivant, tout va Voilà. bien. Non, c'était vraiment très, D'ailleurs- très bien. D'ailleurs, je vais en faire déguster. Je monte à Sospel dimanche pour faire un atelier qui est prévu chez une amie qui est en autonomie totale, chez Gaïa Luna à Sospel. Je sais Ah pas oui, si j'ai ça, entendu. chez Jenny. Oui, on l'avait reçu, je crois, d'ailleurs. il me semble, à la Voilà, radio. donc je fais l'atelier là-haut. Donc voilà, On l'a déjà reçu, 7 sympa. personnes. Voilà, donc chers amis, vous avez toutes les infos depuis le début. Si vous avez raté le début de l'interview, vous l'écoutez. Vous allez découvrir Sylvie. Les noms. Hop, Sylvie Pavoni. Voilà, Pavoni, donc, qui aime la cuisine, l'expérimentation culinaire crue. Elle va démarrer des ateliers donc bientôt. Donc Très n'hésitez bientôt. pas à la contacter. On va vous mettre les infos tout à l'heure, puisqu'on va prendre la photo et sous la photo, on mettra Voilà, les c'est infos. ça, je mettrai toutes les On infos mettra sur la toutes story. les infos. Et Ève Vernis, productrice de fleurs comestibles, formatrice et conférencière depuis 2013. Donc si vous avez envie d'avoir une conférence déjà pour vous expliquer tout ça. En tout cas, c'était vraiment, sincèrement, c'était magnifique c'est ce qu'on a appris. Et les Clara. questions, merci pour les questions, hein, très pertinentes aussi. Hein. Merci. Clara, C'était hyper enrichissant, c'était très. Ce que je connaissais pas du tout. Et c'est incroyable en fait, il y a tout un monde que je connais pas. Donc, Et au plaisir de continuer cet entretien plus tard. ah, mais si avec vous grand êtes plaisir. intéressé. Ouais. bah, écoutez, c'est toujours pareil. On a les coordonnées de tous les gens qu'on invite. Et puis après, on revient. On vous réinvitera certainement dès que les ateliers ont démarré. Ça serait sympa. Alors, il faut venir vers moi. Il faut m'envoyer les petits messages parce que c'est vrai que je reçois tellement de monde que je me rappelle pas de tout le monde des fois. Il faut que je l'invite à manger avec des fleurs. Mais voilà, effectivement, On peut refera faire, une dégustation. on va faire une dégustation devant la radio. Parfait. Après. Comme ça, on va inviter nos auditeurs. Voilà. En tout cas, Martine Guillaumin qui me marque, c'est ma fleur préférée en parlant du coquelicot. C'est ça. Voilà, effectivement. Merci. Ève. Merci Merci, à tous. Sylvie. Merci à Merci. tous pour vos Merci, questions. Clara. Merci à toi. Merci. Et merci Nono. Merci. Voilà. Et nos deux jeunes stagiaires qui vont dire au revoir aussi. Merci les jeunes, Jules et Bardia, voilà, qui étaient avec nous ce soir, qui sont hors caméra bien sûr, mais qui nous ont accompagnés, qui ont écouté, voilà, qui sont en stage d'immersion. Ils voient comment fonctionne une radio. Merci tout le monde. C'est le retour de la musique. Nous, on se retrouve demain soir avec notre émission Néo Finance, une nouvelle émission bien sûr sur la finance, et on vous parlera comment construire son portefeuille d'épargne. Voilà, ça n'a rien à voir. On va retourner dans le monde d'avant de Ève. Merci, bye bye à tous. C'est le retour de la musique. Fréquence Méditerranée. À Menton et sur la Riviera française. www.fmradio.fr